Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Audrey. Donc, comme François vous a dit, je suis avocate. J'ai monté un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales. Donc, je travaille avec un certain nombre de professions libérales, notamment du droit et de la santé. Et ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part les rémunérations techniques des associés de sociétés d'exercice libéral, qui est le sujet de notre réunion, mais d'autre part, une ordonnance du 8 février 2023 qui va modifier la façon dont vous exercez et les structures de vos sociétés. Donc, il va falloir, dans l'année qui va suivre, entre le 1er septembre 2024 et le 1er septembre 2025, que vous procédiez à certaines modifications dans vos sociétés. Voilà. Et c'est important d'avoir cette ordonnance en tête. Pourquoi? C'est parce qu'il va falloir faire des ponts entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que depuis l'ordonnance, donc qui rentre en application à compter du 1er septembre, c'est ça, 1er septembre 2024, on a une particularité, c'est que toutes les sociétés d'exercice libéral, à part certaines, ne vont pouvoir exercer qu'en société d'exercice libéral. Et concomitamment à ça, on s'est retrouvé avec une doctrine administrative qui a changé. Alors, je ne sais pas si j'ai la main, moi, pour passer les slides. Je n'ai pas l'impression. Si? Est-ce que j'ai la main? Il y a quelqu'un Oui, j'ai la main. Super. Donc, nous, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quoi? On va parler des rémunérations techniques. Alors, je vous fais un petit rappel comme ça pour savoir de où on part, pour savoir où on arrive. Desquels on va parler. Vous avez aujourd'hui, en tant que professionnel libéral qui exercez dans une société, vous avez trois types de rémunération que vous pouvez retirer de votre exercice au sens très large du terme, en tant qu'associé et en tant qu'exerçant. Vous pouvez retirer la principale de vos rémunérations, ça va a priori Par être contre, des le son, rémunérations j'ai techniques. pas de son, merde. Alors, ça va être la principale, ça va être les rémunérations techniques. Donc, c'est les rémunérations au titre desquelles vous êtes rémunéré à exercer. Ensuite, vous allez avoir la rémunération de mandataire social, c'est-à-dire les rémunérations que vous pouvez retirer parce que vous avez été désigné mandataire social de votre société et donc vous êtes payé dans cette hypothèse-là à exercer des fonctions de direction. Et la troisième source de rémunération que vous pouvez avoir, c'est une rémunération là en tant qu'investisseur. Parce que vous avez investi des capitaux au sein de votre société, alors vous pouvez être rémunéré, si ça a été validé en Assemblée générale d'approbation des comptes, vous allez pouvoir être rémunéré avec des dividendes. En gros, ça, c'est les trois rémunérations. Et nous, ici, on va se concentrer sur une seule en particulier, qui est la principale. On fera peut-être une petite digression sur les dividendes pour voir où on en est. Mais globalement, on va parler des principales qui sont les rémunérations techniques. Et dans notre hypothèse, les mots ont un sens parce que ce qui va nous intéresser, ça va être comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui, d'où on est parti et comment on est arrivé. Donc, il faut qu'on passe à la slide suivante. Donc, je vous disais, c'était les rémunérations techniques qu'on va exercer, sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Et on peut passer à la slide encore d'après. Encore d'après. Voilà, d'où on part. La problématique que vous deviez avoir à l'esprit, donc avant ce changement de doctrine administrative, c'est que j'avais un régime fiscal qui était instable dans le cadre de ces rémunérations techniques. En gros, j'avais pour les mêmes sociétés et pour les mêmes dirigeants deux courants qui me disaient des choses différentes. La première chose, bonjour, Cosanel, est-ce que vous pourriez fermer votre micro ainsi que Étienne Forestier, s'il vous plaît? Je suis désolée, c'est pas très agréable. Donc, je vous disais, pour les mêmes personnes, les mêmes rémunérations, je me retrouvais avec des régimes différents. Donc, avant la modification de la doctrine administrative, pour les rémunérations techniques des associés de sel, j'avais le Conseil d'État qui m'expliquait que c'était des BNC, et par deux arrêts, 2013-2017, et j'avais
nos amis de la doctrine administrative via une réponse ministérielle cousin qui me disait que c'était des traitements et salaires. Ça avait deux implications très différentes. Dans la première, BNC, je déduis mes charges réelles et je peux déduire mes madelins. Dans la deuxième solution, traitement et salaire, j'ai mes 10% d'abattement pour frais, mais je ne peux pas déduire mes madelins. En gros, c'est ce à quoi on aboutissait. Et au milieu, j'avais une catégorie qui était la catégorie la plus intéressante lorsqu'on avait des organisations qui ne nécessitaient pas une technique juridique vraiment très fine. J'avais la catégorie la plus intéressante qui était la CELARL. Et donc, la CELARL, elle permettait de mettre les rémunérations techniques et les rémunérations de gérants au sein d'une seule et même catégorie, qui est la catégorie de l'article 62 du Code général des impôts, qui est pour la partie fiscale, qui est assimilée traitement et salaire, ce qui veut dire que du coup, vous avez les 10% d'abattement pour frais, mais en votre qualité de gérant majoritaire, vous pouviez également déduire vos madelins. Donc, TS au titre du conseil la réponse ministérielle cousin, BNC pour le Conseil d'État, et au milieu, la catégorie reine, qui était l'article 62 du Code général des impôts pour les associés exerçant gérant majoritaire de CELA ou appartenant à un collège de gérance majoritaire. On peut passer à la slide suivante. Et encore une fois, puisque je vous les ai résumés, comme ça, encore une fois, vous pouvez passer encore une fois. Donc, ensuite, 15 décembre 2022, j'ai une modification, j'ai l'administration fiscale qui me dit « Terminez les amis, je n'aurai pas de différence entre les uns et les autres, je vais unifier pour tout le monde et je vais m'aligner sur le Conseil d'État et je vais passer tout le monde en BNC. » Vous vous rappelez, ça a fait un tollé pas possible puisque c'était 15 décembre 2022, applicable au 1er janvier 2023. Donc, l'UNAPL, un certain nombre d'organisations, la mienne, Conseil national des barreaux, enfin, je veux dire, globalement, tout le monde a envoyé un courrier à l'administration fiscale en disant que ce n'était pas possible d'envisager que l'on soit avec un délai si court pour remettre tout le monde en ordre de marche. Donc, ce d'autant que ceux qui s'étaient intéressés au sujet savaient qu'il y avait un certain nombre de problématiques que posait cette catégorie en BNC et qui, aujourd'hui, n'étaient pas réglées. Et donc, non seulement on avait dit que ce n'était pas possible d'avoir une application au 1er janvier 2023, mais également on indiquait qu'il nous fallait un certain nombre de réponses à nos questions. L'administration fiscale a dit « Je vous ai entendu, application 1er janvier 2024, mais en plus, je vais répondre à vos questions pendant cette année-là qui était une année de, si vous voulez, en course de fond, quoi. C'est-à-dire qu'on se mettait en ordre de marche, on essayait de positionner, de repositionner toutes les structures afin qu'elles soient en ordre de marche pour 1er janvier 2024, mais ça nécessitait qu'on ait un certain nombre de réponses. Vous verrez que les réponses, on ne les a pas eues en 2023 et on ne les a pas non plus en début 2024, ce qui pose un certain nombre de questions. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est peut-être de revenir sur le régime que pose cette nouvelle doctrine administrative. Alors, vous devez avoir en tête, quand vous allez réfléchir à ce nouveau régime, vous devez séparer en plusieurs parties, contingenter votre esprit. Donc, la première chose, c'est que vous devez vous dire que j'ai une catégorie qui reste à part, qui est la catégorie des gérants majoritaires associés de CELARL. Donc, c'est gérants majoritaires ou faisant partie d'un collège de gérance majoritaire. Vous savez que la loi traite de la même façon celui qui a plus de 51% que celui qui, avec ses autres associés, a plus de 51%. Okay ? Donc, ces gens-là qui sont gérants majoritaires ou faisant partie d'un collège de gérance majoritaire, la nouvelle doctrine administrative dit quoi? Elle dit que c'est article 62, donc je vous ai développé au démarrage ce que c'était que l'article 62, je vous ai dit c'est assimiler traitement et salaire, donc vous avez les 10%.
C'est article 62, sauf si vos fonctions de gérant sont dissociables de vos fonctions techniques. Si vos fonctions de mandataire sociable sont dissociables de vos fonctions techniques, je vais être obligé de panacher entre, d'un côté, ma rémunération au titre de mon mandat social, qui va être imposée dans la catégorie de l'article 62 du Code général des impôts, donc traitement et salaire avec les 10%, et je peux aussi déduire mes maintenant. Et je vais devoir panacher et mettre ma rémunération, ce qui correspond à ma rémunération technique, je vais la déclarer dans l'article 62. On avait été tenté de se dire, bah, franchement, pour les organisations qui travaillent en CELARL, je n'ai pas, à part pour les très grosses organisations, la plupart du temps, la réalité, c'est que les associés assument chacun un bout des fonctions de gérance. C'est souvent le cas quand c'est en CELARL. Donc, ce n'était pas très loin de la réalité. Je veux dire, le matin, on faisait des prescriptions, l'après-midi, on faisait du recouvrement de factures, ensuite, on commandait les fournisseurs, au milieu, on faisait de l'administratif. Donc, le sentiment, en tous les cas, qu'un certain nombre de libéraux avaient, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de fiche de temps dans lequel j'avais d'un côté ma rémunération technique et d'un côté mon article 62. Donc, dans l'appréciation qu'on a pu avoir, et j'en faisais partie, pour certaines organisations, de ce caractère indissociable, ça paraissait salutaire, naturel. Et donc, dans notre esprit, vous alliez pouvoir continuer, nous allions, puisque évidemment, je fais partie des professions libérales, j'allais pouvoir, avec d'autres, continuer à déclarer mon revenu dans les catégories de l'article 62 du Code général des impôts. Malheureusement, l'administration fiscale a précisé ces dispositions en encadrant très, très, très largement cette déclaration au titre de l'article 62 et ce qu'elle a considéré comme étant les fonctions de gérance. Je vous ai mis pour que vous fassiez un petit rappel dans votre esprit présomption des 5%, vous verrez qu'on le reverra après. Donc maintenant que vous avez dans votre esprit, vous êtes au clair sur comment sera taxé, enfin au clair, dans la mesure du possible, hein, parce que l'exercice, il faut être humble dans l'exercice, parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses, bien que maintenant on soit quand même un peu mieux armé, mais on ne sait pas comment est-ce que ça va être traité par l'administration fiscale dans le cadre de ces contrôles. Donc, maintenant que vous avez dans votre esprit fixé, dans la mesure du possible, la rémunération du gérant majoritaire, je vous propose de passer à tous les autres. Donc, l'associé non gérant et le gérant minoritaire de CELARL, et de l'autre côté, tous les associés de CELA. Tous ces gens-là, à partir du moment où ils ne sont pas liés par un lien de subordination avec la société, leurs revenus devront être déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et c'est pourquoi est-ce que je vous faisais l'aller-retour avec l'ordonnance du 8 février 2023? C'est que je vous disais, si parce que vous allez avoir envie de travailler énormément sur ce sujet. Nous, on a mis en ligne sur notre site internet un guide pour les professions de santé sur l'appréciation de cette ordonnance. Mais vous verrez que dans l'ordonnance, le premier ou le deuxième article, la première chose qu'elle dit, c'est qu'elle définit ce que c'est qu'une profession libérale. Et en définissant la profession libérale, elle dit quoi? Elle dit que la profession libérale, c'est un certain nombre de choses, et notamment une déontologie, et notamment un ordre pour sanctionner pour faire respecter cette déontologie. Mais elle dit une chose essentielle, c'est qu'elle dit aujourd'hui, la profession libérale réglementée, elle est définie par l'exercice indépendant de la profession par ses membres. Et donc, dans notre appréciation, nous, professionnels libéraux, de ce que c'est qu'une profession libérale réglementée et même la façon dont on vit nos professions libérales, il est bien évident que l'on met quand même, évidemment, il y a toujours des organisations dans lesquelles cette frontière est floue. Chez les avocats, c'est pareil. Donc, on a eu
chez les avocats, chez les notaires, c'est un certain nombre d'autres. Moi, j'ai assisté à des demandes de requalification de contrat en contrat de travail parce qu'il n'y avait pas les éléments essentiels, parce qu'il y avait justement la démonstration des éléments essentiels qui constituent le lien de subordination. Et je rappelle pour la bonne forme ce que c'est que le lien de subordination. Il est défini en jurisprudence par un faisceau d'indices, mais on doit remplir 3 conditions. La première, c'est que quelqu'un puisse vous donner des directives. La deuxième, c'est qu'on contrôle l'application de ces directives. Et la troisième, c'est qu'en cas de non-application de ces directives, on puisse vous sanctionner. C'est ça le lien de subordination. Donc après, il se matérialise de différentes façons dans l'ensemble des professions libérales réglementées, mais c'est ça. Et donc, dans votre esprit, une lumière doit s'allumer, mais de mon sens, mais dans quel droit ce lien de subordination est-il défini? Eh bien, il n'est défini, bien sûr, qu'en droit du travail. Et donc, intellectuellement, se dire que ce qui fait la bascule entre l'un et l'autre, c'est l'indépendance qui est quand même en conflit profond avec le lien de subordination et donc potentiellement avec cette nouvelle doctrine qu'on nous propose, c'est bien le reflet, me semble-t-il, de la méconnaissance de nos professions par l'administration fiscale. Petit côté politique, ça ne fait pas de mal à personne. Bon, maintenant qu'on a défini ce lien de subordination, ou en tous les cas ce que c'était, vous avez compris, sans lien de subordination avec la société BNC, avec lien de subordination avec la société, vous passez là dans la catégorie des traitements et salaires. Ne confondez pas, on peut passer à la slide suivante, ne confondez pas le traitement fiscal de la rémunération et le traitement social de la rémunération. Ce tableau-là vous rappelle comment vous êtes traité sur la partie sociale, puisqu'on est bien d'accord qu'on a chacun dans nos rémunérations une couche fiscale. Donc là, on vient de se poser la question de savoir si c'est des BNC ou des traitements et salaires. Et on a bien une couche sociale qui est à quelle caisse vous allez cotiser. Et donc, ça sera pour tous ceux qui sont en BNC, régime des travailleurs indépendants, donc TNS. Et pour celui qui sera avec un contrat de travail, c'est régime salarié. Et donc, ça fait le lien avec, au moins, ça remet d'équerre quelque chose qui n'était pas normal, où avant, j'avais des gens qui étaient en traitement et salaire avec un statut TNS qui était un peu compliqué. Bon, bref. Au moins, cette doctrine-là a la vertu de clarifier ce système-là. Donc, je répète, j'ai la catégorie majoritaire qui sera les BNC, sauf si je suis d'une part avec un lien de subordination avec ma société, auquel cas je suis en traitement et salaire, puisqu'on va considérer que j'ai l'équivalent d'un contrat de travail, et sauf si je suis gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire, de ces là. OK ? On peut passer à la slide suivante. Alors, les réponses sur lesquelles vous avez… Parce que je vous ai dit, on a un certain nombre de questions sur lesquelles on n'a pas eu de réponse. Donc, si vous voulez, vous pouvez… J'ai plusieurs gifs sur mes… Parce que je trouve que c'est vraiment ardu comme thème. Donc, je mets des petites animations. Mais si vous voulez, vous pouvez leur mettre pause à mes animations si vous en avez assez de nos amis Rachel. Ah non, oui, alors, peu importe, c'est pas grave. On va les laisser continuer à être ravis. Donc, je vous ai dit, ces questions, elles avaient un certain… cette nouvelle doctrine, elle posait un certain nombre de questions. Et parmi les questions, c'était quoi? Est-ce que, puisque vous êtes en régime BNC, le premier réflexe que vous avez, c'est régime BNC. Normalement, le régime BNC, c'est pour ceux qui exercent une activité professionnelle à eux seuls. Ce n'est pas pour ceux qui exercent une activité professionnelle à l'intérieur d'une société. Donc, le premier réflexe que vous auriez dû avoir, c'est, alors à ce moment-là, est-ce que je fais une facture? Est-ce que je mets de la TVA sur cette facture? Et est-ce que je dois faire une 2035, comme tous ceux qui sont en BNC? L'administration fiscale, par une première série de réponses, nous a indiqué que non, vous ne deviez pas faire de facture, vous n'étiez donc pas assujetti à la TVA.
En revanche, vous deviez faire une 2035, sauf si vous êtes en régime micro-BNC. Donc, c'est une autre réponse qui a été apportée par l'administration fiscale. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir un de profiter des conditions du régime du micro-BNC? Oui, c'est possible. Sous certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Vous ne serez pas assujetti à la CFE, puisque, et c'est là qui est quand même un problème dans le raisonnement, hein, c'est qu'on nous dit vous êtes BNC, donc vous êtes un libéral presque comme un indépendant, puisque du coup, normalement, le BNC, c'est comme un indépendant. Et vous devez faire une 2035. Mais vous n'êtes pas assujetti à la CFE, et surtout, vous ne pourrez pas opter à l'IS. Parce que vous savez maintenant que depuis la réforme de l'indépendant, vous pourriez, en tant que personne physique, opter à l'IS. Sauf que, malheureusement, le régime que l'on nous propose ne va pas jusqu'au bout du raisonnement et on ne nous autorise pas à opter à l'IS parce qu'on nous dit quoi? C'est quoi la justification? La justification, c'est dire, les amis, vous n'exercez votre exercice n'existe que par l'intermédiaire de la société qui exerce, elle, la profession, et donc, vous n'exercez pas tout seul. Or, le principe même de l'option à l'IS du BNC, c'est de dire que j'exerce une activité indépendante, etc. Et on vous dit, ben non, vous n'exercez pas une activité indépendante parce que c'est par l'intermédiaire de votre société que vous exercez votre activité professionnelle. On peut quand même se désoler du raisonnement étonnant qui nous est proposé. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis cette nouvelle ordonnance, vous pouvez, mais ça ne vous concerne pas directement, je le dis pour information, vous pouvez détenir une SPFPL, enfin, une société d'exercice, pardon, peut être détenue à 100% par des SPFPL. Donc, je peux ne plus avoir mes exerçants qui sont directement associés à ma société d'exercice libéral et je ne peux avoir que des SPFPL. Et à ce moment-là, on vous dit, si vous tirez une rémunération de votre SPFPL alors que vous n'en tirez pas directement de votre société d'exercice, alors cette rémunération sera également imposée dans la catégorie des BNC. Ce qui est logique, puisque... Donc, on vous rappelle dans cette première salve de réponse du BOFIP que vous avez le droit à la déduction des modes et que vous ne pouvez bénéficier des régimes de dispositifs salariaux qu'à partir du moment où vous rentrez dans les cases, c'est-à-dire que vous êtes dirigeant. OK ? Dans la catégorie, juste pour que vous ayez en tête, hein, je vous avais dit au début de mon intervention que la raison pour laquelle l'administration fiscale a dit « Ok, très bien, je ne fais pas rentrer, je décale l'entrée en vigueur de ces dispositifs initialement prévus au 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 », c'était non seulement parce qu'en pratique, on n'était pas prêt, mais en plus qu'eux non plus n'étaient pas prêts parce qu'il y avait tout un tas de questions qui n'avaient pas été, auxquelles aucune réponse n'avait été apportée. Et ils nous avaient promis qu'un certain nombre de réponses nous seraient apportées. Sachez que cette première salve de réponses-là, c'est le 27 décembre 2023. Donc, c'est-à-dire que dans la catégorie de « on vous laisse un an pour que vous puissiez vous préparer et en fait, on ne vous donne pas les réponses à vos questions », on était vraiment dans quelque chose de ubuesque. On peut passer à la slide suivante. On a une seconde salve de réponses à nos questions qui a été au fur et à mesure, qui ont été données au fur et à mesure. Et je voulais reparler à ce titre de mes fameux 5% dont je vous parlais. Pourquoi est-ce que c'est très contestable, ces 5%? Donc, je vous rappelle, les 5%, c'est pour les CELAR, c'est pour les gérants majoritaires de CELAR. Je vous ai dit, pour cela, normalement, la doctrine administrative avait dit, si vos rémunérations au titre de votre gérance et vos rémunérations au titre
de votre activité professionnelle ne peuvent pas être dissociés pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire le matin, vous faites quelque chose pour votre gestion, l'après-midi, vous faites des prélèvements, et puis ensuite, le soir, vous faites autre chose encore de l'administratif. Donc, vous pouvez considérer que globalement, c'est très difficile de les dissocier. Et donc, à l'époque, on vous disait, bah, vous pouvez mettre tout sous le couvert de l'article 62. Là, l'administration fiscale a précisé. Elle a précisé ce qu'elle attendait par fonction de gestion. Et elle a dit, ne rentre pas dans la catégorie des fonctions de gestion les tâches de nature administrative inhérentes à l'activité libérale, telles que la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que les ordonnances de prescription. Donc, tout ça, l'administration fiscale considère que ça n'est pas de l'ordre de la gérance. Pourquoi? Parce qu'elle dit que c'est des tâches de nature administrative inhérentes à l'activité libérale. Alors, moi, 80% de mes clients sont des professionnels libéraux. C'est le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai conseillé, pendant plus longtemps, des entreprises du commerce et de l'industrie. Et dans toutes les entreprises du commerce et de l'industrie, il n'a jamais été question, dans n'importe quelle SARL, de faire une distinction entre le chef cuisinier qui rédigeait les contrats de travail, qui faisait la cuisine dans son restaurant et qui gérait ses équipes. Et lui, il a toujours pu déclarer l'intégralité de ses revenus sous le couvert de l'article 62. Donc, en l'occurrence, que vous ayez en tête que nous sommes les seuls à qui on demande un éclatement pour être bien certain que l'on va déclarer une partie en BNC et l'autre partie au titre de l'article 62. Je vous ai mis, alors le terme est très impropre, mais c'est celui qui avait été énoncé lors des négociations, le safe harbor, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel l'administration fiscale exerce une tolérance, c'est-à-dire elle ne viendra pas vous chercher. Elle dit sur une rémunération de 100, si vous mettez 5% de votre rémunération dans la catégorie, si vous ventilez à hauteur de 5% votre rémunération en article 62 et 95 autres en BNC, personne ne vous posera la question. Mais vous imaginez ce que c'est 5%? C'est-à-dire dans les très grosses sociétés, évidemment, probablement que la très organisée, il y a plein de gens qui ne s'occupent pas de la gestion. Mais dans les structures plus modestes, évidemment que tout le monde s'occupe de la gestion. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Ce d'autant que l'administration précise son propos en précisant ce qui ressort à son avis de l'administration, des tâches administratives, des tâches de la gestion, excusez-moi. Et elle dit les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'activité libérale, par exemple, convocation d'assemblée générale, représentation de la société dans les rapports avec les associés à l'égard des tiers, décision de déplacement du siège social, enfin, je veux dire, dans votre vie, ça ne concerne rien en termes de temps. Évidemment, là, si on considère que c'est ça, effectivement, probablement que c'est 5%, ce d'autant que la plupart d'entre vous ne faites pas vos approbations de compte et c'est qu'un de vos prestataires qui les fait. Voilà. Donc, on a bien un régime discriminatoire qui crée une inégalité dans la loi entre les sociétés d'exercice libéral et ce que j'ai appelé SEDC, mais ça veut dire société de droit commun. Ce d'autant que, et c'est pour ça que je vous mettais en rapport l'un et l'autre, je vous rappelle que nous ne pouvons exercer qu'en société d'exercice libéral. En revanche, vous devez avoir en tête, c'est vraiment c'est la petite minute pas sympathique, mais vous savez que nous sommes 3 catégories de professions libérales réglementées. Vous avez les professions du droit, les professions de la santé, dont vous faites partie, et les professions techniques et cadres de vie, qui est en fait la catégorie la plus éclectique, puisque c'est tous ceux qui ne rentrent pas dans l'une ou dans la première ou dans la seconde des catégories que je viens de citer. Donc, vous avez l'expert comptable, l'agent d'assurance, l'architecte, enfin, je veux dire, c'est vraiment une catégorie très éclectique. Et parmi cette catégorie-là, il y en a qui, au titre de l'ordonnance, ont pu continuer d'exercer en société de droit commun et qui donc ne seront pas concernés par les dispositions que je suis en train d'indiquer. Et eux vont pouvoir continuer
à utiliser le traitement et salaire et les 10% d'abattement pour frais. On peut passer à la slide suivante. On peut passer à la slide suivante. Donc, les dernières réponses de l'administration fiscale, ça, c'est celle qu'on a eue en tout dernier. Donc, je vous ai dit, on a eu le mise en place du régime 15 décembre 2022, une première salle de réponse 27 décembre 2023, et la dernière salle de réponse 1er mars 2024. Et encore, les amis, ce n'est pas une première salle de réponse, c'est un courrier qui a été envoyé au président de l'UNAPL et qui n'est absolument pas, enfin, je veux dire, qui va être envoyé à toutes les organisations membres de l'UNAPL pour qu'elles en aient conscience. Mais enfin, il n'y a pas que nous, il y a tout le monde qui est concerné. Et la DLF, donc Direction de la législation fiscale, aujourd'hui n'a pas répondu. Et pour autant, c'est dans ce dernier courrier qu'on a eu les dernières réponses aux questions que l'on attendait. Donc, on est quand même en train de parler d'un truc 1er mars 2023, 4, pardon, pour quelque chose qui devait être mis en application et qui est sorti il y a 18 mois. Et donc, les dernières réponses, c'est, vous savez, une fois que vous détenez vos droits sociaux au travers de votre BNC, la question qui se posait, c'est est-ce que je les détiens à titre perso ou est-ce que je les détiens à titre professionnel? Aujourd'hui, le fait que vous déteniez en propre vos droits sociaux, vous les détenez, si vous les détenez en propre, dans votre patrimoine personnel. Là, ils vont être intégrés dans votre patrimoine professionnel, ce qui va vous permettre de déduire, déduire vos intérêts d'emprunt. On vous précise comment est-ce qu'on va déduire les cotisations Madelin, les cotisations professionnelles, les cotisations ordinales, les cotisations obligatoires et d'une manière générale, les cotisations obligatoires et facultatives qui relèvent évidemment de l'exercice de votre profession libérale. Par principe, elles devront être déduites au niveau des BNC, mais il est possible de les mettre par convention à la charge de la société. Donc ça, c'est ce qui est fait pour un certain nombre d'organisations et c'est la précision qu'on avait demandé avec François et d'autres lorsque nous sommes allés devant la DLF et les différents services qu'on a eus, puisqu'on a quand même eu beaucoup de réunions. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait demandé. Ensuite, comment est-ce que les rémunérations, donc vos rémunérations, ma rémunération, va être comptabilisée au sein de ma société, puisqu'il n'y a pas 36 000 solutions. On vous dit que ce n'est pas un traitement et salaire, donc c'est quoi? Donc c'est un honoraire. Et si c'est un honoraire, ça rentre comme si vous étiez un prestataire de service de votre société. Mais, encore une fois, vous devez avoir en tête, et bon, de toute façon, c'est comme ça, mais je pense que ça fait quand même partie du lobbying, de considérer que si je suis un prestataire de ma société et que donc je suis rémunéré en honoraire, normalement, on devrait tirer les conséquences de ce statut-là et dire qu'on doit pouvoir opter à l'IS. On ne nous le donne pas l'autorisation. Et ensuite, la question qui se posait, c'était la liste des frais qui pourraient être la ventilation qu'on pouvait faire entre les frais applicables, les frais qui devaient être déduits au niveau du BNC et les frais qui devaient être déduits au niveau de la personne physique. Donc là, on a un début de réponse en nous disant que tous les frais qui sont en rapport avec la clientèle devront être déduits dans la SEL. Et s'ils sont en rapport inhérent à l'exercice de l'activité, à la fonction, alors ils devront être déduits au niveau du BNC. Ça, c'est le principe. Vous allez pouvoir donc avoir un certain nombre de frais que vous ne pouviez pas passer au démarrage et que maintenant vous pouvez passer, qui sont notamment les frais de transport, domicile, lieu de travail, qui avant ne pouvaient pas être passés, et probablement vos frais de repas, votre salade du midi pourra rentrer dans cette catégorie-là. OK ? Vous pourrez, pour ceux qui, et ça c'est une des bonnes nouvelles, c'est pour ceux qui avaient des politiques de frais très contraintes dans le cadre de leur exercice, puisqu'ils étaient dans des grosses sociétés, ils avaient des politiques de déduction de frais qui étaient très contraintes, ils vont pouvoir maintenant bénéficier quand même de quelque chose de plus souple,
où ils pourront déduire des frais qui sont en rapport avec leur exercice dans le cadre de leur BNC et réduire ainsi leur pression fiscale. On peut passer à la slide suivante. Pardon. On a quelques questions qui restent encore en suspens. Vous savez, quand vous partez à la retraite, vous allez vendre vous allez vendre vos parts sociales ou vos actions et vous allez pouvoir bénéficier d'un régime particulier qui est le régime de l'exonération des plus-values de 500 000 euros, qui est donc un régime qui est évidemment extrêmement intéressant, sauf que jusqu'alors, une des conditions qui est, enfin, parmi les conditions qui sont posées pour bénéficier de ce régime, c'est d'être dirigeant et d'avoir sa rémunération de dirigeant qui correspond à plus de la moitié de la rémunération totale que vous percevez. Or, vous avez compris que si maintenant je me mets à avoir que des BNC, de fait, cette condition, elle ne sera jamais remplie. C'est la raison pour laquelle l'administration fiscale, donc ça, c'est quelque chose à moitié répondu. C'est la raison pour laquelle l'administration fiscale, dans son courrier, donc le dernier du 1er mars 2024, nous a indiqué que, OK, pardon, que OK, vous alliez pouvoir bénéficier de ce régime parce qu'on allait faire des modifications sur ce régime-là. Néanmoins, ça ne sera pas tout de suite puisque ça sera dans le cadre de la loi de finances pour 2025 puisque ça nécessite une adaptation de la loi et très probablement que le régime sera rétroactif. Là où on n'a pas de réponse, enfin, on a une réponse, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit s'immatriculer en tant qu'indépendant, mais je mets des gros guillemets puisque ça, on nous dit que ça ne sera pas vraiment des indépendants, donc c'est un parcours différent, sauf que le portail qui est supposé enregistrer nos immatriculations n'est pas prêt. Donc, du coup, on s'immatricule comme des indépendants classiques, alors qu'on nous dit que nous ne sommes toujours pas indépendants. Enfin, vous avez compris. Ce qui a l'air d'être répondu, mais le sujet sur lequel on ne nous a jamais répondu, c'est est-ce que ça n'est applicable qu'aux SEL et pas aux sociétés de droit commun? Aujourd'hui, ça n'est pas clair. À l'époque où les arrêts du Conseil d'État ont été émis, la société de droit commun n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe pour un certain nombre de professions. Quid, qu'est-ce qui va se passer demain? Personne, nulle part, il n'est écrit que ça n'est réservé qu'aux sociétés de droit commun. Pourtant, on ne parle que des SEL. La doctrine fiscale étant d'application stricte, on peut penser que ça ne s'appliquera qu'aux SEL, mais je n'en suis pas certaine. Et dans le courrier qui nous a été invoqué, j'ai relevé que les cotisations d'assurance n'étaient pas mentionnées. Pour autant, pour un certain nombre d'entre nous, ça correspond à des sommes qui sont assez importantes. Et du coup, on est en droit de se demander, de savoir si elles vont pouvoir continuer à être mises par convention à la charge de la SEL. On pense que oui, puisqu'elles suivraient en ce sens les cotisations ordinales, mais nous n'en savons rien. Peut-être qu'on peut passer à la slide d'après. Oui, alors, rapidement sur le mandat social, on peut passer encore à la slide d'après. Rapidement pour rappel, donc ça, c'est pour les gens qui vont être rémunérés simplement au titre de leur mandat social. Nous avons donc traitement et salaire pour tous ceux qui exercent un mandat donc, de président de DG et pour l'associé gérant minoritaire. L'associé gérant majoritaire pour ses fonctions de direction, vous vous souvenez, c'est l'article 62. On peut passer à la slide d'après, qui est la mise en cohérence sur le plan social. Donc, si évidemment vous êtes gérant majoritaire, vous serez en TNS, travailleur non salarié, et pour le reste, vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire au régime général de la sécurité sociale. Vous aurez donc, si vous cumulez des fonctions de direction et des fonctions techniques, ce qu'on appelle une double affiliation, régime TNS et régime général. On peut passer à la slide d'après, je crois que c'est les dividendes. On peut s'arrêter là une seconde. Je ne sais pas si vous, enfin François, je ne sais pas si vous souhaitez prendre des questions. Je ne sais pas comment ça se passe. Le micro, oui, comme tu veux. S'il y a des participants avant qu'on aborde ce chapitre-là, pour l'évolution de votre statut
effectivement fiscal au 1er janvier 2024. Audrey vous expliquer les arcanes de nos questions et de nos réponses pour l'instant. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Allez-y, on vous laisse la parole. Oui, oui, allez-y, hein, Morgane. Enfin, franchement, je pense qu'on est trop Je nombreux n'ai pour. pas les moyens de Ouais, visualiser. voilà, c'est pour ça. Enfin, prenez la parole parce qu'on n'a Prenez la pas. parole et puis respectez celui qui la pose et voilà. Ouais, voilà, exactement. Parce que Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci Très pour bien. la qualité de la présentation. J'aimerais pouvoir revenir sur les dernières réponses de la direction des finances publiques. Quand vous dites traitement fiscal des droits sociaux détenus par les BNC, donc on comprend bien que c'est les parts de nos sociétés, hein, c'est bien ça que vous entendez par là. C'est exactement ça. D'accord. Et pour la partie comptabilisation des rémunérations au niveau de la société, donc on est considéré comme prestataire de la société, vous mettez déclaration de la DAS2. Ouais, Moi bah, qui ça, c'est suis votre un peu comptable qui va naïve le sur le faire, hein. sujet, Non, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? c'est votre comptable qui va le faire. C'est juste pour dire qu'on a une déclaration en plus à faire. La DS2, la déclaration sur laquelle vos comptables mettent l'ensemble des prestations de services auxquelles vous avez recours. Et du coup, vous vous retrouvez, alors que vous travaillez dans votre société, à être sur le fichier des prestataires de services, qui est complètement c'est fou, comme si tu mais c'est prends comme ça. des CE d'avocat ou des frais d'expertise comptable ou de commissaire aux comptes qui sont répertoriés comme étant des honoraires de membres extérieurs, tu vas te retrouver en fait comme que dit Audrey, comme un prestataire externe de ta propre société. D'accord. Donc, parce que là, pour faire un petit peu le distinguo, il va y avoir expert comptable de la SEG. Après, il y a beaucoup de TNS jeunes comme moi qui n'avons pas forcément de comptable hein, pour gérer notre comptabilité. Donc, c'est pour ça que nous, on aime Il bien faut en quand même prendre un, en comprendre fait. la totalité des choses que nous avons à faire puisque nous le faisons nous-mêmes, en fait. Non, mais Donc, franchement, je pense que, Morgane, vraiment, là, maintenant, je pense qu'il faut envisager, si vous êtes Malheureusement. au-dessus du micro BNC, je pense qu'il faut envisager de prendre un comptable. On rappelle le niveau de REM de micro Le micro BNC, c'est 77 400 euros brut par an. brut. Et si tu n'as pas ça, à mon avis, Lucie, Honnêtement, aujourd'hui, alors après, enfin, bon, moi, les comptables que j'ai interrogés, ils indiquaient que, évidemment, ça serait des honoraires modestes qui seraient pris. Après, ça fait toujours des sous. Mais dans la mesure où le régime fiscal, il n'est pas très stabilisé, honnêtement, je pense qu'il faut envisager de considérer qu'il vaut mieux prendre un comptable. Mais après, ça appartient à chacun. Mais vous avez raison, du coup, Morgane, vous de poser la question. Donc, vous, en tant que personne, donc quand je vous disais la DAS2, c'est au niveau de la société. Vous, en tant que personne physique BNC, vous n'avez pas ça à faire. Vous allez avoir à faire une 2035, donc dans lequel vous allez mettre votre rémunération qui va correspondre à votre chiffre d'affaires. Vous allez imputer toutes vos charges dedans, garder les justificatifs, etc. et envoyer cette déclaration à l'administration fiscale. tu peux préciser peut-être, Audrey, qu'il faudrait quand même que les biologistes pensent avoir un compte pro, perso, Ah oui, 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 pardon. Ah oui, 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 hein, complètement. parce que Oui, oui, ça, il faut absolument un compte. Ouais. Il il faut un faut compte séparé, hein. directement sur son compte courant, etc. Ils ont tout intérêt aujourd'hui à avoir un compte pro totalement identifiable sur lequel il y aurait leurs dépenses et leurs frais, de façon à ce que s'il y a un contrôle de l'administration fiscale, on puisse avoir une référence bancaire avec tous les libellés, etc. Je pense que Ah oui, c'est oui, 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 vous ne me mettez pas vos francs prix de votre marché avec votre rémunération. Donc, on est bien d'accord que, juste pour que ce soit clair, votre société vous verse de l'argent sur un compte. Sur ce compte-là, vous passez vos dépenses pro et c'est de ce compte-là que vous faites un virement sur le compte où vous avez le franc prix de votre nourriture de vos enfants, quoi. C'est bien, ce ne sont pas les mêmes comptes. Faites attention parce qu'il faut absolument avoir un compte identifié, ça c'est sûr. Après, pour certains, nous avons une activité parfois à domicile, hein, dans le cadre des gardes et des astreintes. Donc, il y a le mélange entre perso et pro est quand même Non, délicat. Je pense qu'il alors non, pas faut. du tout. Non, 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 non. Je peux vraiment pour que ce soit très clair. Vous avez un compte sur lequel vous mettez votre rémunération arrive et de ce compte, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Et vous avez raison, Morgane. Dans le cadre de vos frais professionnels, vous pouvez, pour certains, ça appartient. Donc, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que certains le font.
C'est-à-dire qu'ils déduisent une partie de leur repas pris à domicile, ils déduisent une partie de leur loyer, ils déduisent une partie de leur EDF, ils déduisent une partie de leur Internet, considérant qu'ils exercent à domicile. Mais c'est pareil pour tous ceux qui font du télétravail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à partir de ce compte pro, entre guillemets, à usage pro, on va dire. Je te corrige, André, sur le mot pro, c'est souvent, quand on va voir À usage pro, oui. te filent un compte à gérer en usage pro, ils te prennent un max de frais. Donc, je veux dire, en fait, ça peut être un compte individuel dans lequel arrivent ces sommes-là. Le principal étant d'avoir un relevé qui corresponde à tes dépenses réelles que tu vas déduire et tes versements. Mais le mot pro est par abus parce que souvent les banques nous font un contrat pro et nous prennent des frais, machin, etc. Mais il faut que ça soit vraiment un compte identifié, individualisé, dans lequel arrivent les sommes de la SEL, tes dépenses entre guillemets professionnelles que tu vas déduire en frais réels, de façon à ce que, s'il y a un contrôle de l'administration fiscale, on puisse le justifier. Voilà, le mot pro est un abus de langage peut-être de notre part. Mais du coup, les repas et tout ça, on les paye avec ce compte pro. Oui, exactement. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, S'il vous Oui, plaît. donc Allez-y. Oui. moi je voulais connaître la place du contrat d'exercice libéral. Est-ce que c'est un lien de subordination? Ah ben non, le contrat d'exercice libéral, par essence, ce n'est pas un lien de subordination. Sinon, c'est un contrat de travail. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a fait le tour? Alors, juste une question très simple. Vous avez dit qu'on n'émettait pas de facture enfin, au niveau de la société. Comment on justifie du coup des sommes versées par la société? Une attestation de rémunération est suffisante? Comment je vous justifiez des sommes que la société vous adresse, c'est ça? C'est Oui. ça votre question? Oui, tout à fait. Puisqu'il n'y a pas de factures qui sont émises. Non, mais au niveau de la société, il y a la fameuse DAS 2, là, sur lequel seront répertoriés le montant des rémunérations que vous allez percevoir. De façon annualisée, tu as ta REM brute qui sera sur ta DAS 2, donc l'administration fiscale pourra vérifier qu'on t'a bien donné, je ne sais pas, 100 000 euros brut dans l'année ou un truc comme ça. Ok. Donc, on n'a pas besoin de faire de notes d'honoraires Ah à non, nos non, non. sociétés. Très clairement, il n'y a pas de note d'honoraires, ça n'est pas assujetti à la TVA. Non. Et ça, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un document qui permet de répertorier de façon exhaustive les frais déductibles et non déductibles? Ah, on Eh l'arrive ben, j'aimerais bien. On aimerait bien. On les enquiquine depuis des semaines et des mois là-dessus et on n'a pas de. Au début, la réponse pour faire rire, c'est qu'au début, ils nous ont dit bah, vous déduisez les mêmes frais qu'un salarié. Non, mais enfin, on a vraiment eu des gens qui nous ont répondu des trucs étonnants, hein. Est-ce que vous pourriez revenir à la slide suivante, s'il vous plaît? Pardon, la CFE Regardez, 2024, elle ne non, sera la pas slide payée. suivante, s'il vous plaît. La slide d'avant, excusez-moi, la slide d'avant, avant encore. Attendez. Ouais, regardez, je ne sais pas qui est-ce qui me posait la question sur la liste des frais. Ce que vous pouvez regarder, c'est il y a une doctrine qui en parle, c'est celle-là. Donc, BOI, BNC, base 40, 60, 60. Donc, vous pouvez prendre, enfin, je suppose, j'ai envoyé mes slides, donc j'imagine que vous allez les recevoir. Ouais, bon, bah, parfait. Et du coup, vous pouvez prendre cette référence-là, vous la copiez, vous la collez dans Google. Et là, vous allez avoir une liste non exhaustive, mais une liste de frais que vous pouvez Oui, mettre en… BNC, base 40, 60, 60. Voilà. Mais il faut bien le mettre avec des tirets et tout, parce que sinon, c'est… Enfin bref, vous copiez-coller le truc que je vous ai mis. De toute façon, vous le redonnerez. Sur cette même slide, au milieu, cotisation obligatoire et facultative, qu'est-ce que vous incluez dedans? Je n'inclus rien du tout. Là, pour le coup, malheureusement, c'est un copier-coller de quelque chose de non exhaustif que nous a envoyé l'administration fiscale. Donc, je vous disais, ce que l'on a eu, nous, c'est un courrier du directeur de la DLF. Ce qu'on espère, c'est que ce courrier se transformera en quelque chose de plus précis et une modification du BOFIP. Mais à ce stade-là, on nous a… On pense quand même aux cotisations ordinales. Oui, mais les cotisations, en fait, c'est vraiment comptabilisé, c'est vraiment dit comme ça dans le cadre du doc. C'est Madelin, cotisation professionnelle ordinale, cotisation et après ils disent cotisation obligatoire et facultative. Donc je pense, vous voyez par exemple, nous,
On a quelque chose que vous n'avez pas, c'est que nous, on a une caisse de retraite indépendante, les avocats. Et donc, on ne cotise pas du tout à la caisse classique. Et donc, je pense qu'ils ont voulu mettre une clause râteau pour pour dire, en gros, tout ce qui est en rapport avec votre pro, vous pouvez le déduire ou le mettre par convention. Mais c'est les cotisations de prévoyance aussi. Ouais, je pense, voilà. Bon, Mm. je pense qu'ils ont voulu mettre une clause râteau. Mais c'était le sens de ma question. C'est est-ce que c'est des cotises retraite? Est-ce que c'est juste de la prévoyance? Est-ce que ça peut être tout ça? Bah, À travers nos moi, je cotises pense. CAVP pour les pharmaciens? On va mettre le plus large possible, hein, mon cher. Ouais, je pense que ça vaut le coup que ce soit un peu large. En tous Euh, les cas, moi, je mettrais tout ce qui est en rapport avec mon exercice professionnel. Je vous rappelle, pour tous les CELAS qui étaient en traitement et salaire, vous déduisiez 10% de votre M jusqu'à, je crois, c'est 15 000 euros, c'est ça? Hein? Audrey, il me semble, 15 000 euros plafonné, maximum par an. Tu veux dire au titre de l'article 62? Ouais, Ouais, c'est 14 000 et quelques euros, oui, c'est ça. 14 000 et quelques. Là, on va avoir des difficultés à trouver cette somme-là. Hein. Ah bah clairement, ouais. Si tu veux une bagnole. La CFE de 2024, elle ne va pas nous être appelée, c'est ça? Non, Donc, Non. même si on l'a payé avant, on ne la payera plus. ouais. D'accord. Et Donc est-ce qu'il oui, faut s'inscrire quelque part pour cette nouvelle déclaration? donc c'est ce que je vous disais, oui, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, À faut quel- s'immatriculer en fait Oui. On ne auprès sait du pas registre. encore où, hein. On sait pas encore où, mais ça va venir, hein, vous On ne inquiétez. sait pas encore où, mais enfin bon, vous pouvez déclarer une nouvelle activité sur le site de l'INPI. Excusez-moi, les 10% de déductibilité, ils ne s'appliquent pas après la déduction des cotisations, justement? NP, l'Institut national Euh, Parce que pour un En biologiste qui serait 2042, c'est en payé, 2042, mais pas 120 000 euros, Attendez, sa excusez-moi, déductibilité. excusez-moi, il y a quelqu'un qui a parlé en même temps et du coup, je n'ai pas compris votre question. Excusez-moi, Pardon. recommencez. Pour un biologiste qui aurait une rémunération de 120 000 euros, par exemple, à peu près le standard de la biologie pour les TNS, sa déductibilité, une fois qu'il a payé toutes ses charges, il va tomber à peu près à 80 000 euros d'imposable. Normalement, les 10%, ils sont applicables sur ces 80 000, pas sur les 120 000 de départ. Ouais. Et après déduction, c'est l'équivalent des Oui, non, mais c'est des sur votre TNS. salaire, hein, c'est sur le net, c'est pas sur le brut. Oui. Oui. Donc, François, la déduction, du coup, c'est pas 12 000, enfin, c'est pas les 147 000, ça fait pas 14 700, ça fait plutôt 8 000 que 14 000 de frais pro à déclencher, à trouver. Tout dépend comment est faite cette déclaration, parce que maintenant, c'est vrai qu'on l'applique sur notre net parce qu'on déclare uniquement notre montant net, hein, mais maintenant avec le BNC, est-ce que ça va être pris sur le montant brut? Non, j'aimerais bien être d'accord avec toi, Eric, mais je ne suis pas sûre. Non, mais de toute Ça façon, remettrait avec le ça voudrait dire BNC. ça voudrait dire que les cotisations Madelin, etc., ne sont pas déductibles. Ah si, les cotisations. Si, oui, bien sûr, vous avez raison. Les cotisations. Donc les 10%, ils vont s'appliquer après déduction de ces charges. Ouais. Donc pour un biologiste qui a une rémunération de 100 000 euros, s'il a, mettons, 30 000 euros de déduction, ses frais pour retrouver l'équivalent des 10% sur l'article 62, ça sera à peu près 7 000 euros et non pas 10 000 euros. Oui, si votre standard de profession, c'est ça, oui. Alors après, c'est pas tout à fait, et si je peux me permettre, en fait, c'est pas tout à fait juste parce qu'on vous réintègre toujours de la CSG non déductible et tout. Donc en fait, Oui, à la CSG près. Ouais, dans la vraie vie, moi, donc moi, je suis en article 62, enfin, jusqu'alors, j'étais en article 62, et je prenais donc une somme par mois. Si je la multipliais par 12, c'est pas du tout ce que je déclare. L'un dans l'autre. Non, parce qu'effectivement, il fallait toujours enlever la CSG non déductible, mais là, j'imagine que ce sera pareil en BNC. Ouais, j'imagine aussi. Bon, après, je suis pas comptable, les amis, hein, donc Ouais. je vous réponds, il y a juste des trucs sur lesquels c'est pas mon métier, quoi. Oui, pour être un bon Concernant avocat, les trajets, c'est pareil. Ouais, les trajets, par contre, ça, c'est précisé. Les trajets domicile, lieu de travail, c'est précisé que ça sera déductible. Et si on doit se déplacer dans la journée, c'est inclus aussi? Comment ça, parce qu'on peut se déplacer? Ben non, parce que pour moi, les trajets dans le cadre de votre. En fait, ce qui n'était pas pris en charge dans la déductibilité, dans nos déductibilités avant, c'était le domicile lieu de travail. Le reste, c'est dans le cadre de votre activité, donc c'est déductible dans l'absolu.
Ah oui, donc Il n'y on avait pas de rajoute sujet. le domicile, trajet. Ok. On rajoute le domicile, lieu d'exercice et le reste comme avant. D'accord. Ouais. Donc, je reviens sur la DAS2, bien que, encore une fois, je ne sois pas comptable. Je pense que la DAS2 va être également obligatoire en micro-BNC parce que je rappelle que la DAS2, c'est au niveau de la société et pas au niveau du BNC. En revanche, si je suis micro-BNC, je n'aurai pas de 2035 à faire. C'est la seule exception dans laquelle je n'ai pas de 2035. Et juste une précision justement par rapport à ce micro-BNC, par rapport au temps partiel, c'est quoi les seuils exactement qui s'appliquent en termes de rémunération pour appliquer le micro-BNC? C'est 77 700 euros, je crois. Net. Brut. Hein 900. Voilà. Brut ou net? C'est brut ou net? Brut. Par an. Brut. Dessus, Brut avant déduction des charges. Oui. en fait, dans le micro-BNC, vous avez pas, c'est pas au réel. C'est pas j'ai pris 12 déjeuners à 10 euros plus mes trajets de domicile de travail. C'est pas ça. C'est le micro-BNC, c'est j'ai 77 900 euros sur lesquels je déduis 34%. Et dans ces 34%, j'ai tous mes frais, toutes mes cotisations, tout. 34% en moins, c'est ça ce que je déduis. C'est ça Oui, c'est mais il y a ce quand même- montant-là. oui, mais il y a l'URSSAF et la CARM. C'est ce que je vous dis, mes cotisations, tout, dedans, dans les 34%. Et tout déduit, ça devient 77 000 ou on déduit Non. les 30% de 77 000. On déduit les 34% des 77 000. C'est un forfait. C'est un forfait, exactement. Concernant l'obligation de déclaration, aujourd'hui, nos charges URSSAF sont liées à un numéro SIRET individuel. Ouais, On va être amené à changer de numéro SIRET auprès de l'URSSAF ou pas? normalement, non. Donc oui, il y a GJ, pardon, qui précise exactement ce qui sera fait pour les frais de repas. Ah, j'ai perdu. Je l'ai perdu, voilà. Qui précise dans le chat. Ah oui, Géraldine Jacob, qui précise que le montant qu'on pourra déduire au titre des frais de repas, c'est entre 5,35 euros et je crois que c'est 12 ou 14 euros. Donc, c'est ce montant-là que vous pourrez déduire. Moi, C'est passionnant. j'ai une question par rapport aux frais kilométriques. Est-ce que ce sera une déductibilité sous forme de forfait kilométrique comme les salariés qui déclarent les frais kilométriques? Et est-ce qu'il y aura un plafond de nombre de kilomètres, entre guillemets? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ah. Là, c'est pas, là je pense qu'il faut inviter votre comptable. Ouais, ça, je pense qu'on ne sait rien encore, on n'a pas de précision. Donc, en tout cas, il faut que tu collectionnes certainement sur un bouquin tes allers-retours que tu fais et tes justifications quand même, parce que sinon, autrement, tu dis je vais travailler 365 jours, 365, on ne te croira pas, quoi. Oui, c'est sûr. Merci. On est bon? Ah non, il paraît pas. Pas tous les jours. Non, on ne peut pas. C'est pour les salariés. Est-ce qu'on peut continuer parce que normalement, il y a une autre conférence dans 4 minutes. Donc 4 minutes, je pense qu'on va être un peu juste pour les dividendes. C'était simplement pour vous rappeler, mais que par contre, il y avait quelque chose sur lequel nous n'avions pas avancé. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez avancer un peu les slides, s'il vous plaît? Les slides. Je vous rappelle rapidement dans ces slides-là qu'en gros, mais ça, vous devez le savoir, nous sommes d'accord que vous savez qu'au-delà de 10%, au-delà d'une distribution de dividendes supérieure à 10% de votre capital social, de vos comptes courants, cette distribution de dividendes se verra appliquer des cotisations sociales. Vous le savez tous, on est d'accord. Ça, c'est le rappel du régime fiscal et social des dividendes. Et je voulais vous rappeler une jurisprudence, mais qui n'est pas d'une bonne jurisprudence, qui est la jurisprudence du 13 octobre 2023 de mémoire. Si vous pouvez aller directement à cette slide-là, ça sera plus simple.
Non, je vais passer ça. De toute façon, vous pourrez le lire. Donc, non, pardon. Ah, ça trop vite. Celle d'après, celle-là, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Non. Après, vous avez un arrêt du 19 octobre. Je crois que c'est celle après celle-ci. Voilà, parfait. Vous avez un arrêt du 19 octobre 2023, un arrêt affreux que vous devrez probablement connaître, dans lequel vous avez un chirurgien dentiste qui avait fait ce qu'on appelle un OBO, un achat à soi-même, et qui avait fait emprunter une SPFPL pour se racheter ses titres et faire une opération de cash-out. Ce chirurgien avait emprunté au niveau de la SPFPL et donc faisait remonter du dividende entre sa SEL et sa SPFPL. Et ce monsieur s'est fait rattraper par l'administration fiscale qui lui a indiqué que des cotisations sociales devaient être perçues sur la remontée de dividendes entre la société d'exercice libéral et la SPFPL, alors que lui-même, personne physique, n'avait strictement rien touché, ce qui fait qu'on se retrouverait potentiellement, si on allait jusqu'au bout de cette jurisprudence, à payer 2 fois des cotisations, d'abord sur la remontée de dividendes et ensuite quand on se verse du dividende à la personne physique. Vous imaginez que ça a beaucoup ébranlé un certain nombre de personnes, et notamment dans votre profession, parce que ça remet en cause tout un tas de montages si effectivement cette jurisprudence devait être à nouveau confirmée. Et pour l'instant, malheureusement, on reste avec cette jurisprudence qui nous embête. Il y a eu une modification via un amendement du Code de la sécurité sociale sur lequel cet arrêt s'était fondé. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que la doctrine ne soit pas unanime sur le fait de savoir si c'est ce nouvel article, donc c'est la slide d'après, ce nouvel article, L136-3 du Code de la sécurité sociale, serait de nature à nous préserver et à préserver nos droits dans ce cadre. Vous pouvez passer à la slide d'après. Ben voilà. Donc, il n'y en a plus après. Donc, voilà, je pense que vous avez... et on arrive à 14h59, donc vous serez à l'heure pour votre autre conférence. Est-ce que tu voulais que je rajoute quelque chose, François? Il n'y a pas le micro. Bon, si vous n'hésitez pas dans le chat, s'il y a des questions à poser, on essayera de revenir vers vous. On va les garder en mémoire. On va les copier, les regarder. Si vous avez, on pourra vous répondre directement. Et puis, on viendra vers vous dès que on aura encore des précisions supplémentaires pour cette évolution de la Direction générale des finances. Oui, et je pense que ça serait peut-être bien de pouvoir prévoir avec la même chose, enfin, l'équivalent de ce que nous sommes en train de faire avec un comptable pour qu'il réponde à un certain nombre de questions, parce que malheureusement, moi, je ne peux pas, il y a des choses sur lesquelles je suis limitée. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Audrey. Merci à tous. À bientôt. Alors,